Dépenser maintenant ou épargner pour plus tard? C'est une question qu'on se pose tous, n'est-ce pas? Eh bien, ce simple choix, quand on le multiplie par des millions de personnes, ça devient l'un des moteurs les plus puissants de toute une économie. C'est un peu le cœur de notre discussion aujourd'hui. Comment les économistes ont appris à modéliser cette décision qui est si fondamentale? Alors voilà notre feuille de route. On va partir du problème de base, on va explorer la première grande tentative pour le résoudre, puis on verra une approche complètement différente. Et à la fin, on essaiera de comprendre pourquoi tout ça, c'est si important pour les politiques économiques d'aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le grand dilemme pour les économistes, c'est celui-ci. Comment est-ce qu'on peut bien modéliser l'impact de millions de décisions individuelles, des choix sur la consommation et l'épargne, à l'échelle d'un pays entier? Tout commence avec cette question. C'est ce qu'on appelle en économie un choix intertemporel. En gros, un arbitrage entre le présent et le futur. Et c'est ce choix qui va déterminer le niveau d'investissement d'un pays et donc sa croissance sur le long terme. Le truc, c'est que pendant très longtemps, les modèles économiques avaient vraiment du mal à expliquer pourquoi les gens font les choix d'épargne qu'ils font. Les économistes constataient bien un certain niveau d'épargne, mais ils n'arrivaient pas à en expliquer l'origine. Ça restait une sorte de boîte noire. Pour comprendre le grand saut qui a été fait, il faut d'abord jeter un œil au modèle qui dominait avant tout ça, le fameux modèle de croissance de Solow. C'était une avancée énorme à l'époque, mais il y avait une grosse faiblesse en son cœur. Ok, petit point technique, mais super important. Une variable exogène, c'est un peu comme un ingrédient qu'on vous donne au début d'une recette. La quantité est fixée. Une variable endogène, c'est le résultat de la recette elle-même. Ça dépend de comment vous mélangez les ingrédients. Dans le modèle de Solow, le taux d'épargne, qui est pourtant absolument crucial, était exogène. C'était juste un chiffre, un pourcentage, posé là, sans explication. Et c'est là que le bât blesse. L'approche était super incohérente. D'un côté, on avait les entreprises, modélisées comme des acteurs ultra-rationnels qui optimisent tout pour maximiser leurs profits, et de l'autre, on avait les ménages, traités comme des sortes de robots qui suivent une règle toute bête sans réfléchir. Il manquait ce qu'on appelle un micro-fondement, une vraie justification, à leur comportement. La conséquence de tout ça, sauf par un incroyable coup de chance, ce taux d'épargne fixe ne permettait pas de maximiser le bien-être général sur le long terme. L'économie n'était pas à son plein potentiel. Et c'est justement cette lacune qui a poussé toute une génération d'économistes dans les années 60 à chercher une bien meilleure solution. La première grande tentative pour rendre l'épargne endogène vient de Peter Diamond. Son idée est simple mais brillante. Modéliser le cycle de la vie de façon plus réaliste. On naît, on travaille, on gagne de l'argent, puis on vieillit et on prend sa retraite. Le modèle de Diamond, en fait, il décompose la décision d'épargner en 3 forces qui s'opposent. D'abord, la rentabilité. Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus ça vaut le coup d'épargner, logique. Ensuite, l'impatience. On a tous une tendance naturelle à vouloir profiter tout de suite. Et enfin, le désir d'équilibre. On n'a pas envie de flamber toute sa paie quand on est jeune pour se retrouver sans rien une fois à la retraite. On cherche à lisser sa consommation. Et c'est là que le modèle nous révèle quelque chose de complètement inattendu, voire paradoxal. Même si chaque personne prend la meilleure décision possible pour elle-même, l'économie dans son ensemble peut se retrouver dans une situation qui n'est pas la meilleure possible. C'est ce qu'on appelle l'inefficience dynamique. En clair, ce que ça veut dire, c'est que les gens, en voulant trop bien préparer leur avenir, pourraient collectivement trop épargner. L'économie se retrouverait avec trop de capital et au final, une consommation plus faible pour tout le monde. Et ça, c'est une justification en or pour un système de retraite par répartition, celui qui taxe les jeunes pour payer les retraités. En fait, ce système peut améliorer l'efficacité de toute l'économie en forçant une meilleure circulation des ressources entre les générations. La même année, une autre solution au problème de Solow a vu le jour, mais avec une approche radicalement opposée. Au lieu de chercher plus de réalisme, ce modèle, lui, fait le pari de l'abstraction totale. L'idée, c'est d'imaginer une sorte de super planificateur ou une dynastie familiale éternelle qui prendrait toutes les décisions pour maximiser le bien-être de toutes les générations, présentes et à venir. C'est le fameux modèle RCK, du nom de ses créateurs, Ramsey, Cass et Koopmans. Alors évidemment, personne ne vit éternellement, on est d'accord. Mais l'intérêt de cette hypothèse complètement folle, c'est de créer un cas d'école parfait. En supprimant le problème des générations qui se succèdent, le modèle RCK nous montre à quoi ressemblerait une trajectoire de croissance idéale, sans aucune friction, sans aucune imperfection de marché. C'est une sorte d'étalon. Maintenant, mettons ces deux approches face à face. On va voir qu'elles ne se posent pas tant que ça, elles se complètent. D'un côté, on a le réalisme des générations qui se chevauchent, et de l'autre, l'abstraction pure de l'agent éternel. Ce tableau résume tout parfaitement. Le modèle de Diamond, avec ses agents beaucoup plus réalistes, y met le doigt sur une faille potentielle du marché, cette fameuse inefficacité dynamique.
Le modèle RCK, lui, en supposant des marchés parfaits, il nous donne une référence, un idéal où l'équilibre est toujours optimal au sens de Pareto, c'est-à-dire une situation où on ne peut pas améliorer le sort de quelqu'un sans détériorer celui d'un autre. L'un nous montre le problème et l'autre la solution parfaite en théorie. Bon, mais à quoi ça sert tout ça dans le monde réel? On pourrait croire que c'est juste de la théorie, mais en fait leur impact sur la façon dont on pense les politiques économiques est absolument énorme. Cette phrase, elle est capitale pour comprendre l'économie d'aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une banque centrale, comme la Banque centrale européenne ou la Fed américaine, réfléchit à l'impact d'une hausse des taux d'intérêt, les modèles qu'elle utilise sont des descendants directs du RCK. Il a vraiment fourni une sorte de grammaire commune pour analyser les cycles économiques, la politique monétaire, la fiscalité, bref, des choses qui ont un impact direct sur nos vies. Très concrètement, le débat entre ces deux visions, il est toujours d'actualité. Est-ce qu'il faut que l'État intervienne pour corriger les problèmes potentiels mis en lumière par Diamond, par exemple avec les systèmes de retraite, ou est-ce qu'il faut plutôt faire confiance au marché pour atteindre un équilibre optimal, comme le suggère le modèle RCK? La réponse à cette question guide des décisions qui nous affectent absolument tous. On a donc vu comment l'économie a réussi à intégrer le choix humain dans ses modèles de croissance. Mais ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Tous ces modèles reposent sur l'idée que les gens sont hyper rationnels. Mais si la psychologie humaine est en réalité bien plus complexe, bien plus nuancée, quelles sont les prochaines révolutions qui attendent la science économique?